Bonjour et bienvenue sur Écho de Ferme, ton podcast pour comprendre les enjeux que traverse le secteur agricole français et s'interroger sur l'avenir de notre agriculture et de notre assiette. Je suis Sophie Dias et je t'emmène à la découverte de nos fermes, de leurs défis et des modèles agricoles de demain, en donnant la parole à des agriculteurs et des agricultrices passionnés. Installe-toi et bonne écoute. Pour ce 6e épisode, j'ai donné la parole à Damien, éleveur d'une 60aine de vaches laitières avec son père Michel. Sur cette ferme à taille humaine, le lait est transformé en yaourt fermier pour mieux valoriser leur production et maîtriser la commercialisation. Ici, Damien nous explique pourquoi il suit la démarche Bleu Blanc Cœur et la valeur ajoutée de ce label. Il nous parle à cœur ouvert de la filière de l'élevage laitier, surtout avec les dernières actualités politiques sur la baisse du cheptel français pour limiter les gaz à effet de serre. Une chose est sûre, tu auras appris au moins une chose à la fin de cet épisode. C'est parti. Bonjour Damien. Bonjour. Merci de m'accueillir sur ta ferme, à la ferme des Tilleuls. Alors tu es éleveur de vaches laitières depuis 2014, il me semble. Est-ce que tu peux revenir sur l'historique brièvement de cette exploitation et notamment de l'installation de ton père juste avant toi ? Alors l'historique, on peut remonter une génération de plus parce que en fait mes grands-parents sont originaires de l'Aveyron. Après la Seconde Guerre mondiale, toutes ces régions ont un peu souffert de la nouvelle agriculture, l'arrivée de la mécanisation, et donc c'était des coins très escarpés. Il était difficile d'en vivre et donc ils ont fait le choix de descendre dans la plaine. Donc mes grands-parents sont arrivés ici dans le Tarn-et-Garonne avec juste mon oncle, et puis après ils ont eu 5 autres enfants qui sont nés ici, dont mon père, qui est le 5e sur les 6, et qui a repris du coup l'exploitation de ses parents en 1981. À la base, je crois quand il s'est installé, il avait une quinzaine d'hectares et une dizaine de vaches. Moi, je me suis installé du coup avec lui en 2014, avec à l'époque une quarantaine de vaches, et donc depuis on a monté un atelier de transformation pour transformer le lait en yaourt sur la ferme. Tu avais quoi comme parcours juste avant ? Alors on va dire que jusqu'au bac, tout ce qui est très classique, collège, lycée, un bac scientifique. Et après j'ai fait l'école d'ingénieur de Purpan sur 5 ans, et je me suis installé dans la foulée, en fait, ce qui m'a permis en fait, pendant 1 ou 2 ans de pouvoir aussi monter mon projet et de monter donc, le labo, puisque j'habitais chez mes parents, j'avais pas forcément besoin de trop de salaire, puisque là, entre guillemets, je me suis créé un peu mon poste sur l'exploitation. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est peut-être plus facile à faire à 23 ans qu'à 30 ans comme aujourd'hui. D'accord. Avec 2 enfants à charge. Donc tu as rejoint ton père en 2014 avec le projet de créer des yaourts notamment. Oui, voilà. En fait, mon père avait commencé, on va dire, tout gentiment depuis quelques années, 2011-2012. D'abord à vendre du lait cru et puis après à faire quelques yaourts qu'on faisait faire en fait en prestation de service, le temps de se lancer. Grosso modo, quand on est arrivé en 2015, puisque le labo on l'a fini en avril 2015, on fabriquait à peu près 2000 yaourts semaine, à la main, avec une carafe, voilà. Donc on est arrivé au bout de ce système-là. Pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on produit à peu près 7 à 8 000 yaourts jour en moyenne, du lundi au vendredi. Une petite évolution de volume. Petite, toute petite. Comment ça s'est passé, la construction de l'atelier ? Disons qu'on fabriquait déjà des yaourts en prestation de service, donc on savait plus ou moins ce qu'on voulait. On avait un bâtiment qui s'adaptait parfaitement au fait de pouvoir abriter ce laboratoire, et en plus il était attenant à la laiterie. Donc après c'est surtout de la paperasse entre guillemets, puisqu'il faut monter un dossier pour avoir un agrément sanitaire et tout ça, présenter les plans au service vétérinaire avant de pouvoir commencer les travaux, parce que ça ne sert à rien de faire quelque chose qui ne nous le valide pas en amont. C'est de la recherche de subvention, de la recherche de financement. Un business plan que j'avais déjà plus ou moins travaillé quand j'étais à l'école, parce que j'avais pu travailler dans ma dernière année d'école sur un projet de création fictive d'entreprise. Et donc on avait la possibilité de poser des projets à nous. Donc j'avais en fait posé le projet de créer un laboratoire de transformation. Donc c'est un projet de longue date. Oui, donc c'était quelque chose qu'on avait quand même travaillé en amont. Dans tous les cas, ce genre d'investissement, ça ne se fait pas comme ça. Ça paraît bête, mais c'est le système qui veut ça. Aujourd'hui, c'est plus facile d'acheter un tracteur qui ne nous rapporte pas grand-chose que de monter un laboratoire pour transformer du lait et le valoriser, qui peut nous rapporter de l'argent. Bon, le système est comme ça, il faut faire avec. Donc c'est vrai que ça nécessite, notamment quand on va voir une banque, un business plan qui est assez bien réalisé. Surtout que dans notre zone, faire du yaourt comme ça, ils n'en ont pas beaucoup, donc il y a
très peu d'historique pour eux, pour avoir des comparaisons et des chiffres clés, entre guillemets, à mettre devant. Sachant que même nous, on n'était pas forcément très bons. Donc c'est vrai que quand vous avez très peu d'historique comme ça, c'est compliqué de défendre son projet. Oui, de défendre son projet, mais même d'avoir quelque chose qui soit plus ou moins cohérent en termes de chiffres, parce que vous regardez 3 ans après et finalement, c'était pas forcément ça. Bon, nous, c'était dans le bon sens, donc entre guillemets, c'est pas un problème. Mais c'est la complexité. Ouais. Et finalement, quel a été le coût de l'installation ? L'investissement de base, c'était aux alentours de 120 000 €. Sachant que 4 à 5 ans après, il a fallu remettre 70 000 € pour une empoteuse, parce que celle qu'on avait était trop petite. Et après, on a réinvesti là dernièrement 50 000 € pour des chambres froides en plus, parce qu'on était un peu petit. Oui, parce que finalement, ton projet, il a bien fonctionné. Oui, il a bien fonctionné. Alors après, on est arrivé peut-être au bon moment aussi d'un point de vue du marché. C'est-à-dire que si on prend les 10 dernières années, il y a eu vraiment un réel développement de la vente directe et des circuits courts. Et donc c'est vrai que nous, on est arrivé à ce moment-là. Et en plus avec un produit qui est vendable entre guillemets dans beaucoup de schémas de distribution, notamment la collectivité, puisque c'est un produit qui est déjà portionné et donc qui est très simple entre guillemets à intégrer dans un menu. De la viande c'est plus compliqué, ou même par exemple un poulet, une cantine ça va les intéresser d'avoir des cuisses, des ailes, mais pas forcément toute la carcasse, alors qu'un yaourt ils n'ont rien à faire, il a déjà le produit qui est portionné, et en plus pour nous en termes commerciaux il y a notre nom dessus, donc forcément si la personne l'a mangé à la cantine elle va le retrouver dans le magasin, et il y a une lisibilité pour le client qui est énorme, que ce soit le client direct ou même des fois les enfants qui sont aussi vecteurs d'achat sur ces choses-là. Et pour en avoir fait l'expérience, même des petits qui étaient, parce qu'on servait des crèches, qui les avaient à la crèche, les reconnaissaient quand on faisait des animations dans les magasins. Donc c'est vraiment ils repartent avec papa, maman, c'est le yaourt de la cantine. Et comme ils l'ont mangé à la cantine, forcément les parents prennent ce qu'ils aiment et ce qu'ils veulent manger. Donc voilà. Donc ça te donne vraiment de la visibilité, le fait de travailler avec des collectivités aussi. Oui, voilà. En fait, c'était à la base, c'était nos premiers gros clients, puisque c'est entre guillemets le plus simple pour vendre du volume assez rapidement, puisque quand vous faites un service, c'est un service, c'est-à-dire s'ils sont 200, s'ils sont 300, vous en vendez 300. Dans un magasin, c'est un acte d'achat, donc forcément, on ne vendait pas forcément beaucoup de suite. Et ça a été, entre guillemets, une bonne publicité pour pouvoir après aller voir des magasins. Et donc aujourd'hui, tu commercialises tes yaourts auprès de grandes surfaces, de petites épiceries, et tu travailles aussi avec des restaurateurs notamment et des collectivités pour les cantines. Oui, aujourd'hui en fait je pense qu'on a épuré à peu près tous les modes de distribution, donc grande surface, épicerie de plus ou moins grande taille, de proximité, épicerie fine, des magasins de producteurs également, des drives, des grandes surfaces, que ce soit en direct ou ce soit via une centrale d'achat. Et après, des collectivités en direct et aussi de manière indirecte, puisque livrer des collèges autour de Montauban, c'est simple, aller un peu plus loin, logistiquement, c'est plus compliqué. Mais on a la chance sur Montauban et aux alentours d'avoir aussi des grossistes. Et donc, on a pu, à force, rentrer chez ces grossistes-là qui nous ont permis aussi de commercialiser dans des zones plus loin, ou des petites cantines que nous, mettons, livrer 50 yaourts à l'autre bout du Tarn-et-Garonne, pour nous c'est compliqué. Par contre, pour un grossiste qui va livrer une palette avec des légumes, de la viande et autre chose, ça c'est son métier. Et donc voilà, c'est un peu tout type de commerce, ce qui nous a beaucoup servi pendant le confinement, puisque finalement toute la partie collectivité s'est arrêtée, les grandes surfaces, ça a été compliqué pendant un certain temps. Par contre, toutes les épiceries ont flambé, les magasins de producteurs, tous les petits commerces en général de proximité ont augmenté, les drives n'en parlons pas. Donc ça nous a permis d'avoir des vases communicants qu'on n'avait pas forcément pensé, d'ailleurs le 25 mars 2020, quand tout a brutalement fermé. Finalement, il ne faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Non, mais de toute façon, c'était aussi un peu pour ça qu'on a fait de la vente directe. C'était pour qu'un éleveur laitier, en général, il a un client. C'est sa laiterie. Et donc, on le voit régulièrement. Quand il y a des manifs d'agriculteurs, ils ne sont pas contents parce que le et l'unique client ne paye pas au prix qu'on voudrait. Donc, l'intérêt de faire de la vente directe pour nous, c'était de ne plus dépendre d'un seul client,
mais de dépendre de plus de clients. Après, le yaourt en particulier nécessite aussi d'avoir un panel large, puisqu'on ne fait pas forcément beaucoup de chiffres chez chaque client. Et c'est pas comme des fruits et légumes. Quand tu dis vente directe, c'est pas vente directe forcément aux consommateurs, c'est vente directe avec d'autres clients type des professionnels. Oui. Alors ici, sur cette exploitation, tu as la particularité d'être dans la démarche Bleu Blanc Cœur. Donc Bleu Blanc Cœur, si je ne me trompe pas, c'est une association qui a été créée en 2000. Pourquoi ce choix d'adhérer à cette démarche Bleu Blanc Cœur ? À la base, c'était même avant de faire des yaourts, je crois, ou au début quand on vendait du lait cru. C'était aussi une démarche qui était pour nous donneur de sens, parce que on parle beaucoup aujourd'hui de bio, etc., de labels, entre autres, de bio, label rouge, tout ça. Mais nous, ce qu'on a trouvé dans la démarche Bleu Blanc Cœur, c'est un peu comme la devise du label, c'est mieux nourrir les animaux pour mieux nourrir les hommes. On est parti en fait de notre ration, que tout ce qu'on distribue dans l'auge de nos animaux. On retrouve en fait tous les nutriments et les bons acides gras, puisque Bleu Blanc Cœur c'est vraiment basé sur le gras, dans le lait qu'on produit. Alors ça peut se faire pareil sur les œufs et la viande. Bon, le lait en l'occurrence en plus c'est un très bon marqueur parce que c'est quelque chose qu'on collecte et puis à différence de la viande on n'est pas obligé de tuer l'animal pour l'analyser. Donc le lait c'est quelque chose qu'on peut suivre au jour le jour et ça nous a d'abord dans un point de vue zoologique permis de mieux piloter notre ration. D'abord quelque chose qui soit plus efficace en acides gras, plus efficace en protéines, donc d'avoir quelque chose d'un point de vue santé de l'animal. Et puisque à la différence de beaucoup de labels, Bleu Blanc Cœur a une obligation de moyens, c'est-à-dire interdiction d'amener du soja OGM, obligation d'amener de la graine de lin, etc. Oui. Mais elle a aussi une obligation de résultat, c'est-à-dire que tous les mois, on analyse le profil en acides gras de notre lait et on doit en fait correspondre aux critères du label, dont un qui est assez simple, c'est d'avoir un rapport oméga 3, oméga 6 égal à 4. Alors, pour faire simple, les oméga 3 et les oméga 6, c'est deux acides gras essentiels. C'est un prix Nobel de médecine, je crois, dans les années 80. Pourquoi essentiel ? Parce qu'en fait, notre corps est incapable de le synthétiser. Et si on prend l'alimentation dans les pays développés, aujourd'hui, on regarde, on va dire l'Europe et les États-Unis, on va retrouver que dans nos assiettes, on a souvent un excès d'oméga 6 et un déficit d'oméga 3. Et c'est assez simple à expliquer. Quand on fait une ration animale, que ce soit mono ou polygastrique, on va faire très simple. On amène d'un côté de l'énergie. Mono et polygastrique, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est pour exemple ? Alors, un monogastrique, c'est-à-dire quelque chose qui n'a qu'un seul estomac, donc comme par exemple le poulet. Et un polygastrique, c'est comme la vache qui rumine, et donc il y a forcément plusieurs estomacs, on va dire. Et si on fait une ration en fait, animale, on va travailler d'un côté la protéine et de l'autre l'énergie. On va faire très simple. L'énergie, principalement, on l'amène avec du maïs. Et la protéine, principalement, on l'amène avec du soja. OGM ou pas, c'est pas le problème. Le soja et le maïs sont tous les deux très riches en oméga 6 et très pauvres en oméga 3. Donc forcément, dans nos assiettes, on va trouver beaucoup d'oméga 6 et peu d'oméga 3. Donc le but de Bleu Blanc Cœur, c'est de ramener en fait ce rapport à 4. Et pour ça, qu'est-ce qu'on a fait ? On a diminué un peu le maïs, rajouté de l'herbe, de la luzerne, et on a diminué, donc nous on a arrêté le soja parce que c'était compliqué d'avoir du non-OGM, on l'a remplacé par du colza. Le colza, lui on va dire qu'il est neutre, il est équilibré. Et en plus de ça, pour aller chercher un petit peu plus, parce qu'on était toujours un peu en déficit, on est un peu obligé en termes d'analyse de rajouter de la graine de lin extrudée. Pour ajouter de l'oméga 3. Voilà, qui est le protéagineux le plus riche en oméga 3. Et donc tous ces bénéfices, on les retrouve aussi pour l'animal, parce que je crois qu'il y a à peu près plus de 100 publications scientifiques à la base pour les animaux, sur tous les bienfaits des oméga 3. En fait, l'oméga 3 est un anti-inflammatoire naturel. Et il se trouve que quand on a une ration équilibrée en oméga 3, on a souvent des meilleures fécondités, meilleure santé, et voilà. Donc, finalement, le troupeau, il se porte mieux. Voilà. Donc d'où la démarche mieux nourrir les animaux pour mieux nourrir les hommes. Parce qu'en fait, à la base, on est parti de l'animal. Et le petit plus qu'on a trouvé aussi dernièrement, alors nous on communique très peu là-dessus, mais bon, c'est un peu dans l'air du temps. Et on parle, on a entendu encore il n'y a pas très longtemps dans les médias, puisque je crois que c'est le Sénat qui a dit qu'il y avait trop de vaches, puisque
On est le deuxième ou troisième facteur de pollution. Tu me court-circuites mes questions, effectivement. C'est la Cour des comptes. La Cour des comptes, voilà. Et en fait, il faut savoir, donc ça c'est Bleu Blanc Cœur, c'est la seule méthode qui a été en fait reconnue par l'ONU, qu'une vache qui a une ration qui est équilibrée en acides gras, en fait, elle rejette moins de méthane par litre de lait produit. Et ça, aujourd'hui, on est capable de le chiffrer et de le ramener, même si on veut, à 1 kilomètre de voiture. On peut faire un compteur méthane, en fait, sur notre ferme. Effectivement, donc je valide que c'est en 2012 exactement que l'ONU a reconnu que la démarche Bleu Blanc Cœur était une démarche qui permettait de diminuer les gaz à effet de serre sur l'exploitation. Et c'est notamment pour ça qu'on dit que c'est une démarche éco-méthane. Parce qu'il y aurait une économie de près de 15% en méthane. Rejeté. En fait, donc, contrairement à ce que disent même dans l'esprit des gens, c'est le roux. Les vaches rotent et rejettent du méthane. C'est pas forcément qu'un pète, c'est qu'un rote. Et en fait, là, entre guillemets, c'est sans rien faire d'un point de vue matériel. C'est juste en étant plus efficient sur ce qu'on leur donne à manger. Du coup, tu me fais une très belle transition vers cette question et ce débat que je voulais avoir avec toi. Qu'est-ce que tu en as pensé quand tu as vu ce rapport de la Cour des comptes publié qui disait effectivement qui demandait en tout cas au gouvernement français de mettre en place des solutions pour diminuer le cheptel de vaches en France. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là ? Moi, ce que j'ai ressenti, alors pour avoir un peu travaillé un peu tout ça, puisque j'étais aussi, on va dire, élu au niveau syndical en termes de région, donc j'ai pas mal travaillé pour on va dire, les producteurs de lait. Ce que j'ai ressenti, mais bon, c'est encore une fois, comme pour beaucoup de dossiers, c'est qu'en fait, ils ne connaissent pas les dossiers. Parce que je vais vous donner juste un chiffre, ça, vous allez comprendre de suite. En 1997, dans le département du Tarn-et-Garonne, il y avait 1200 producteurs de lait. Aujourd'hui, on va être à moins de 80. Et sans faire des grandes projections, en prenant rien que l'âge des producteurs, dans 10 ans, on sera à peine 40. Donc en fait, il n'y a pas de problème. Et ce qu'elle dit en plus dans le rapport, ce que disent la Cour des comptes, c'est qu'ils disent qu'il y a une baisse, mais qu'elle n'est pas régulée par le gouvernement. Ils voudraient que le gouvernement, entre guillemets, régule la baisse. Mais la baisse est liée de toute façon. Donc je pense que d'ici 10 ans, on aura atteint tous les objectifs, il n'y a pas de problème. Tu veux dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui délaissent déjà l'élevage et il y a aussi moins en moins de producteurs et donc par défaut que la baisse, elle est... Elle est réelle, oui. Si vous regardez les courbes de production en France, et regardez d'ailleurs, aujourd'hui, tous les systèmes professionnels se sont alertés déjà, même il y a 1 an ou 2 ans, de la baisse du cheptel français. Donc en fait, la Cour des comptes, ils enfoncent des portes ouvertes, encore une fois. Mais la baisse, elle y est déjà. Et c'est pas parce qu'il y a de la pollution ou autre, c'est juste souvent d'une contrainte économique et aussi sociétale, parce que faire du lait, c'est tous les jours de l'année. Voilà, c'est une charge. C'est une charge et souvent les gens s'orientent vers d'autres productions moins contraignantes que le lait. Alors, c'est peut-être un peu moins marqué dans des régions un peu plus montagneuses ou difficiles où le terroir permet pas forcément de faire de la céréale ou de l'arboriculture, mais dans des zones, on va dire, intermédiaires, comme on appelle ici, on est dans des zones intermédiaires, vous prenez rien que la commune de Montauban, en superficie, on est la 41e commune de France, sur 35 000. On est 2, on va faire du lait, 2 producteurs de lait de vache. Donc voilà, le village qui est à côté, là, à Sénofarie, puisque nous on est vraiment très rattachés, il y a encore 10 à 15 ans, il y avait 4 ou 5 producteurs de lait. Là, il n'y en a plus aucun, 0. Après, c'est à corréler aussi avec le fait qu'il y a probablement beaucoup moins de producteurs de lait parce que c'est contraignant et parce qu'il y a aussi cette dynamique qui fait qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs en France. Mais après, les cheptels sont de plus en plus grands à côté en parallèle. Est-ce que ça ne compense pas ? Mais ça, c'est fou. Vous prenez nos départements et pour avoir étudié tous les chiffres et vous prenez tous les départements du Sud dans le même cas, et maintenant il y a un différentiel on va dire de 5 à 10 ans, c'est pareil, à peu près sur tout le Sud, vous laissez les chiffres même de la laiterie, 10% de baisse du producteur, 10% de baisse de volume. Les gens ne grossissent plus, vous avez des contraintes économiques, des contraintes environnementales, vous ne pouvez pas grossir indéterminément. Et, il faut faire des demandes voilà. toute façon. Et rien que sur le département du Tarn-et-Garonne, le delta, on va dire, c'est 2004-2005, chiffre de la DDT, où c'est que les augmentations de cheptel ne compensaient plus les arrêts. Donc le volume baisse.
Donc en fait, les cheptels, ils n'augmentent pas tant que ça. Hein. On a beaucoup parlé de la ferme des 1000 vaches, mais qui reste un système très particulier, puisque c'est des investisseurs non agricoles qui viennent investir, faire une ferme. C'est un autre modèle. C'est un autre modèle, mais qui reste inexistant sur l'agriculture française. Il faut être réaliste, c'est 1 sur 100 000. Il n'y en a pas. Donc après, aujourd'hui, grossir indéterminément, c'est compliqué. Parce que vous avez des problèmes de plan d'épandage, vous avez aussi des problèmes pour nourrir les bêtes, puisqu'on le voit, et notamment quand on a vu l'été 2022, l'accès à l'eau, par exemple. Donc la sécheresse, ça a aussi des contraintes, notamment sur l'élevage, parce que les vaches, c'est quelque chose qui mange énormément de fourrage. Donc que ce soit de l'herbe, du maïs, etc., sont de suite soumis en fait à des contraintes, et ça vous pouvez pas, c'est pas comme de la céréale ou de l'aliment quand vous achetez pour des poulets. Bon, le prix monte, vous pouvez en acheter, mais le fourrage, quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et c'est compliqué. Donc souvent, même on l'a vu, là, c'était même passé dans les médias, des agriculteurs qui ont décapitalisé, vendu du cheptel parce qu'ils n'avaient pas assez de fourrage pour les nourrir. Donc voilà, donc ça c'est la limite. Et comment t'expliques que des démarches comme Bleu Blanc Cœur, par exemple, qui sont des démarches qu'on dit éco-méthane et qui pourraient permettre en tout cas de réduire nos gaz à effet de serre qui sont rejetés par l'élevage en France, comment ça se fait que c'est si peu connu et si peu développé, en tout cas auprès du consommateur? Parce que déjà, pour faire connaître un label, il faut de l'argent. Donc c'est vrai que je vois malgré tout une très grande différence entre Bleu Blanc Cœur en 2011 et Bleu Blanc Cœur aujourd'hui, en termes de connaissances par le consommateur final. Parce que déjà, il faut de l'argent, et de deux, il faut arriver sur des sujets qui ne sont pas forcément toujours simples à expliquer, à bien les vulgariser. Et parler d'oméga 3, d'acides gras, d'écométhane, bon, quand on est dans le milieu, entre guillemets, qu'on a fait des études scientifiques, ça paraît inné. Pour un consommateur lambda, c'est pas toujours simple à matérialiser et à comprendre. Donc ça demande du temps et on va dire beaucoup de répétitions pour que les gens le comprennent. Donc ça, c'est déjà un point. Et après, il y a aussi la contrainte parce que les agriculteurs restent aussi des entreprises. Et donc, toutes ces démarches, indirectement, ça demande aussi de l'argent, hein, parce que vous cotisez, vous avez quelques contraintes aussi d'un point de vue du label. Et ça, il faut arriver à le valoriser derrière. Oui, il y a un cahier des charges à respecter. Il y a un cahier des charges à respecter qui, entre guillemets, coûte un peu d'argent. Et si vous vendez en fait à un industriel ou n'importe qui derrière lui ne le valorise pas, il ne va pas vous payer plus cher parce que vous êtes dans cette démarche-là. Et donc forcément, pour le producteur, c'est compliqué à le mettre en place. D'accord. Nous, on a pu le faire parce qu'on faisait de la vente directe et qu'on l'a valorisé avec notre vente directe. Mais par exemple, le lait que je vends, moi, à la laiterie, il n'est pas Bleu Blanc Cœur. La laiterie le commercialise sous d'autres formes, mais pas en Bleu Blanc Cœur. Il ne me le paye pas en conséquence. Il passe, oui, comme on appelle conventionnel ou peu importe, mais en tout cas, il n'est pas valorisé pour le fait qu'il soit en Bleu Blanc Cœur. Comment tu vois l'avenir de la filière laitière en France ? C'est compliqué. Après, c'est assez atomisé. Il y a 3 types on va dire de commerce de voies, c'est-à-dire qu'il y a les très gros transformateurs, type Sodial, Lactel, Danone, Saventia, pour ne citer que. Qui eux sont sur des démarches très nationales, très centralisées, et, compliquées à suivre. Et après, on a l'intermédiaire des petites laiteries, alors souvent pas dans nos zones, mais souvent dans des zones de montagne, des choses comme ça, qui eux, via les AOC ou d'autres produits transformés, arrivent à valoriser. Mais ça reste quand même des volumes relativement faibles et des zones très déterminées. Et après, il y a les transformateurs comme nous qui restent quand même, on va dire, d'un point de vue général, normalement pratiquement invisibles en termes de volume, mais qui malgré tout gagnent quelque part de marché. Tu sors ton épingle du jeu.
Oui, voilà. Alors après, ça c'est quelque chose qui est très aussi différent suivant les zones. En fait, ici on a aussi la chance, ça il faut le dire, d'avoir une zone où il y a très peu de production laitière, même de lait de vache, alors qui transforme encore moins. Et une démographie qui est quand même plutôt à la hausse, voire beaucoup même à la hausse. Dans le sud-ouest, oui. Voilà, donc soit le Tarn-et-Garonne, voire nous, nos zones de chalandise, Nord-Haute-Garonne et Tarn-et-Garonne, il y a énormément de... Ça fait partie des zones les plus... où la démographie est la plus galopante, entre guillemets. Donc c'est vrai que d'un point de vue commercial, je dirais pas que c'est facile, mais plus... puisque forcément, il s'ouvre des nouveaux commerces, et donc ça tire forcément des volumes. Ça aide par rapport à des zones qui sont plus saturées en termes de production laitière. Oui, par exemple, clairement, vous prenez l'exemple de la Bretagne, où il y a une démographie qui n'est pas forcément à la hausse comme ici, et vous avez énormément, là il y a de tout. Vous avez des gros, vous avez des petits, voilà, et vous avez des tout petits des fermiers qui ont du mal finalement à gagner du volume, parce que ils sont tous locaux. Il faut se démarquer davantage et c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, et puis il y a la concurrence. Donc là, Damien, on arrive bientôt à la fin de cet échange et j'avais une toute dernière question. Quel écho voudrais-tu envoyer aux auditeurs ? Je pense qu'il faut se soucier de notre alimentation, parce que ça reste quand même la base, on mange tous les jours, on a le pays de la gastronomie. Il faut que le consommateur soit aussi acteur de cette gastronomie. Et les agriculteurs sont là aussi pour répondre à cette demande. Et donc forcément, on parle beaucoup aujourd'hui de bio, de labels, etc. Mais ça reste des marqueurs de bons produits et de garantie, de qualité. Je pense que le plus important, c'est ça, c'est d'avoir une agriculture qui soit, comme on dit, durable, mais surtout des bons produits qui soient bons pour la santé et aussi pour nutritivement parlant, parce que notamment, on parlait avec Bleu Blanc Cœur, si on a une alimentation plus saine, c'est aussi moins d'hospitalisation, moins de frais médicaux derrière, ce qui est important, je pense, pour une société, qui est le marqueur aussi d'une société qui est en bonne santé, qui évolue dans le bon sens. D'accord, donc comprendre son alimentation. Oui, je pense que c'est ça, et peut-être que vous voyez, moi qui ai suivi, on va dire jusqu'au bac, une scolarité purement classique, c'est quelque chose qu'on met peut-être pas assez en avant. Notamment, on le voit de plus en plus avec des problèmes d'obésité, ou notamment chez les jeunes, qu'il y avait peut-être moins il y a quelques années. Et on a des grandes entreprises qui vous vendent, entre guillemets, de la malbouffe, et qui ont des forces de frappe en termes de commercial qu'ont pas les petits producteurs. Je pense qu'il y a une vraie notion de savoir. Une question d'éducation, finalement. D'éducation, voilà, j'avais perdu le mot. L'éducation est importante, et il faut apprendre aux gens à bien manger. Merci Damien pour ta disponibilité et tous ces éléments de réponse. Je te dis à bientôt. À bientôt. J'espère que tu auras trouvé de la valeur dans cet épisode et matière à réflexion pour ton prochain débat à table. Un immense merci pour ton écoute. N'oublie pas de me laisser un avis et de partager mon podcast pour me soutenir. Je compte sur toi et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode sur Écho de ferme.